Nous sommes le 8 janvier 2026. Cela fait exactement 5 jours que le monde a basculé. 5 jours que les images tournent en boucle sur tous les écrans de la planète. Un avion fédéral américain atterrissant sur une base sécurisée en Floride, des agents lourdement armés, et cette silhouette que tout le monde connaît, menottée, tête baissée. Nicolás Maduro, président en exercice du Venezuela, l'est arrêté, extrait de son palais et transféré aux États-Unis. Sur le moment, le 3 janvier au soir, l'Amérique a exulté. Donald Trump a proclamé le triomphe de la justice, la fin d'un narco-État et la preuve définitive que le bras de l'Amérique est assez long pour atteindre n'importe qui, n'importe où. C'était l'image de la force brute, le retour du Big Stick. Mais aujourd'hui, alors que l'euphorie retombe et que la poussière se dissipe, une réalité beaucoup plus complexe et beaucoup plus dangereuse est en train d'émerger. Ce qui a été vendu comme une opération de police chirurgicale est en train de se transformer sous nos yeux en une catastrophe juridique et géopolitique sans précédent. Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse approfondie. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des détails militaires de l'extraction. Nous allons parler de ce qui se passe maintenant. Nous allons parler du piège colossal que l'administration Trump vient, peut-être sans le vouloir, de refermer sur elle-même. Car en arrêtant un chef d'État en fonction, les États-Unis n'ont pas seulement brisé une règle, ils ont ouvert la boîte de Pandore du droit international. Et ce qui est en train de sortir de cette boîte pourrait bien coûter beaucoup plus cher à Washington que le prix de la tête de Maduro. Pour comprendre la gravité de la situation, il faut revenir sur le concept fondamental que l'équipe de Trump a décidé d'ignorer. L'immunité souveraine. Ce n'est pas juste un mot compliqué pour les avocats. C'est la clé de voûte de toutes les relations internationales depuis des siècles. C'est l'idée simple qu'un État ne peut pas juger un autre État. Un président, un roi, un premier ministre, tant qu'il est en fonction, incarne son pays. Il est intouchable par les juridictions étrangères. C'est ce principe qui permet à la diplomatie d'exister, qui permet à des ennemis de se parler sans craindre, d'être jetés en prison à la sortie de l'avion. Pour que le 3 janvier, Donald Trump a pris ce principe, l'a froissé et l'a jeté à la poubelle. En traitant Maduro comme un simple chef de cartel, il a créé un précédent terrifiant. Et dès le lendemain, le 4 janvier, la contre-attaque a commencé. Ce n'est pas une contre-attaque militaire, non. C'est une guerre juridique totale qui se joue actuellement dans les tribunaux fédéraux de New York. Les avocats de la défense, financés par des fonds souverains, ne plaident pas l'innocence. Ils ne disent pas « Maduro n'a pas trafiqué de drogue ». Ils disent quelque chose de beaucoup plus puissant. Vous n'avez pas le droit de le juger. Et le problème pour le département de la justice américain, c'est qu'ils ont raison. Les textes sont clairs, la Convention de Vienne est claire, la coutume internationale est claire. En forçant un juge américain à statuer sur ce cas, l'administration Trump met le système judiciaire américain dans une position impossible. Si le juge applique strictement le droit international, il doit libérer Maduro et le renvoyer à Caracas avec des excuses. Ce serait l'humiliation suprême pour Trump, un désastre politique absolu. Mais si le juge décide de passer outre et de maintenir Maduro en prison, alors les États-Unis officialisent le fait qu'ils ne respectent plus aucune règle internationale. Ils deviennent, aux yeux du monde, un État voyou qui utilise sa justice comme une arme de guerre. Certains diront, mais on a déjà fait ça avec Noriega en 1989 au Panama. C'est l'argument numéro 1 des partisans de l'intervention. Mais c'est une erreur historique majeure de comparer les deux situations. Manuel Noriega était un dictateur militaire, mais le Panama était un pays sous tutelle, de fait, et surtout, nous étions en 1989, le monde était unipolaire. L'Union soviétique était en train de s'effondrer. Et les États-Unis pouvaient faire ce qu'ils voulaient, personne ne pouvait lever le petit doigt, et regardez le calendrier. Nous sommes en 2026. Le monde a changé. La Chine est une superpuissance. La Russie est en confrontation directe avec l'Occident. Les BRICS contrôlent une énorme partie de l'économie mondiale. Ce qui passait en 1989 ne passe plus aujourd'hui. En arrêtant Maduro, Washington a offert un cadeau inespéré à Pékin et Moscou. Depuis 5 jours, la diplomatie chinoise est en ébullition. Ils ne défendent pas Maduro par amour pour lui. Ils défendent le principe, le message qu'ils envoient au Sud global, à l'Afrique, à l'Asie,
à l'Amérique latine est dévastateur pour l'image américaine. Ils disent, regardez, si vous n'êtes pas d'accord avec Washington, ils ne se contentent plus de sanctions. Ils viennent vous chercher dans votre lit. Personne n'est à l'abri. Imaginez les conséquences. Quel chef d'État africain ou asiatique voudra désormais se rendre à l'ONU à New York? Qui voudra négocier sur le sol américain? La confiance, qui est la base de la diplomatie, vient d'être pulvérisée. Mais ce n'est pas tout. Le précédent que Trump vient de créer est une arme à double tranchant. Si les États-Unis s'arrogent le droit d'arrêter un chef d'État étranger sous prétexte de crimes définis par la loi américaine, qu'est-ce qui empêche Vladimir Poutine d'émettre un mandat d'arrêt contre Volodymyr Zelensky pour terrorisme et d'envoyer un commando? Qu'est-ce qui empêche la Chine d'arrêter un dirigeant taïwanais en voyage? Qu'est-ce qui empêche l'Iran de juger des généraux américains pour la mort de leurs soldats? En brisant le tabou de l'immunité, Trump a validé la loi de la jungle. Il a légitimé par avance toutes les futures opérations de kidnapping d'État que pourraient mener les rivaux de l'Amérique. Mais revenons au procès lui-même, car c'est là que le piège se referme le plus cruellement sur l'administration Trump. Ce procès, s'il a lieu, sera le procès du siècle, mais pas de la manière dont l'espère la Maison-Blanche. Maduro n'est pas un petit dealer de rue qui va négocier une peine réduite. Il n'a plus rien à perdre. Sa stratégie sera celle de la terre brûlée juridique. Ce qu'on appelle aux États-Unis le grey mail, c'est très simple. Pour se défendre, Maduro va exiger la déclassification de tout. Il va demander à rendre public des décennies de contacts secrets entre le Venezuela et les agences américaines. Il va raconter les réunions cachées avec la CIA, les accords pétroliers officieux, les noms des intermédiaires américains qui ont profité du système vénézuélien. Il va transformer son box des accusés en tribune politique mondiale pour faire le procès de l'impérialisme américain. Le procureur de New York va se retrouver face à un cauchemar. Chaque preuve qu'il avancera sera contrée par une demande de révélation de secrets d'État. L'administration Trump va se retrouver devant un choix impossible. Laisser Maduro déballer les secrets les plus sales de la diplomatie américaine en direct à la télévision ou abandonner les charges pour protéger la sécurité nationale. Dans les deux cas, c'est une défaite. Il y a aussi une ironie mordante, presque comique, si la situation n'était pas si grave, qui concerne Donald Trump personnellement. Pensez à y un instant. Donald Trump passe son temps à clamer, pour ses propres affaires judiciaires aux États-Unis, qu'un président doit bénéficier d'une immunité totale, absolue, pour pouvoir gouverner. Il a construit toute sa défense juridique sur cette idée que le chef de l'exécutif ne peut pas être poursuivi. Et pourtant, le voilà qui ordonne l'arrestation d'un autre président, niant à Maduro exactement la même immunité qu'il réclame pour lui-même. Les avocats de Maduro ne vont pas se priver d'utiliser les propres tweets et les propres déclarations de Trump contre lui devant la Cour. Si le président Trump dit que l'immunité est sacrée, pourquoi ne s'applique-t-elle pas au président Maduro? C'est une contradiction juridique qui va faire exploser le dossier. Parlons maintenant de l'économie, car l'argent est le nerf de la guerre. L'opération du 3 janvier a envoyé une onde de choc sur les marchés, mais pas celle qu'on attendait. Le prix du pétrole a bondi, bien sûr, à cause de l'incertitude. Mais le vrai danger est plus profond et à plus long terme. C'est l'accélération de la dédollarisation. Depuis 5 jours, les téléphones chauds dans les banques centrales du monde entier. Et si Washington utilise son système judiciaire pour kidnapper des leaders, alors détenir des actifs aux États-Unis, utiliser le dollar, passer par le système SWIFT, tout cela devient un risque existentiel pour tout régime qui n'est pas aligné à 100% avec les USA. Les Saoudiens regardent ça, les Indiens regardent ça, les Brésiliens regardent ça, ils se disent tous la même chose. Il faut sortir du système américain le plus vite possible. On pensait que les sanctions financières avaient déjà poussé le monde vers des alternatives. Mais là, on a franchi un cap psychologique. L'arrestation physique du leader vénézuélien est la meilleure publicité jamais faite pour. Le système de paiement alternatif des BRICS, Trump voulait « Make America Great Again ». Il est peut-être en train de « Make the dollar obsolete again ». Et sur le terrain, au Venezuela même, c'est là que le calcul de Trump se révèle le plus désastreux. L'idée était que si l'on coupait la tête, le corps mourrait. Que sans Maduro, le chavisme s'effondrerait et que la foule accueillerait les Américains
en libérateur. Regardez les images qui nous parviennent de Caracas depuis 3 jours. Est-ce qu'on voit des scènes de joie? Non. On voit un pays en état de siège. Et l'armée vénézuélienne ne s'est pas rendue. Au contraire, elle s'est radicalisée. Le vide laissé par Maduro a été immédiatement comblé par les éléments les plus durs du régime, ceux qui savent qu'ils n'ont aucune porte de sortie. Diosdado Cabello et les généraux loyaux ont pris le contrôle total. Ils ont déclaré l'état de guerre. L'arrestation a galvanisé la base militante qui voit désormais la prophétie de l'invasion impérialiste se réaliser sous ses yeux. Le narratif est parfait pour eux. Ils ont kidnappé notre président. Cela crée une union sacrée contre l'agresseur extérieur. Au lieu d'une transition démocratique douce, nous sommes face à un scénario de bunkérisation du Venezuela. Le pays se ferme, la répression interne contre l'opposition devient féroce, justifiée par la trahison et la complicité avec l'ennemi américain. De plus, cette opération met les voisins du Venezuela, et particulièrement la Colombie et le Brésil, dans une position intenable. Ils se retrouvent avec une poudrière à leurs frontières. Si le Venezuela sombre dans la guerre civile ou le chaos total suite à cette décapitation du régime, ce sont des millions de nouveaux réfugiés qui vont affluer. Gustavo Petro, en Colombie, est furieux. Lula au Brésil a condamné l'opération comme un acte de piraterie. L'Amérique latine, qui avait pourtant beaucoup de griefs contre Maduro, fait bloc contre l'interventionnisme américain. Washington se retrouve isolé diplomatiquement dans sa propre arrière-cour. Il faut aussi penser à l'après. Supposons que le procès aille jusqu'au bout. Supposons que Maduro soit condamné à perpétuité dans une prison de haute sécurité du Colorado. Et après, qui gouverne le Venezuela? Les États-Unis vont y installer un gouvernement fantoche? Avec quelle légitimité? L'histoire nous a appris, en Irak, en Libye, en Afghanistan, que renverser un leader est la partie facile. C'est gérer le vide politique qui suit qui est impossible. En retirant Maduro de l'équation sans avoir préparé une transition politique interne viable, Trump a créé un vide de pouvoir qui sera comblé par la violence, les gangs et potentiellement par des acteurs étrangers comme la Russie ou l'Iran qui viendront sécuriser leurs intérêts dans le chaos. En conclusion, en ce 8 janvier 2026, l'image de Nicolás Maduro menotté est puissante. C'est indéniable. C'est une image de film d'action, une image qui flatte l'orgueil national américain à court terme. Mais en géopolitique, les images ne suffisent pas. Les conséquences réelles de cet acte sont en train de se dessiner, et elles sont sombres. Juridiquement, les États-Unis se sont piégés en violant l'immunité souveraine, sapant leur propre protection future. Diplomatiquement, ils ont unifié le Sud global contre eux et accéléré la chute de leur influence morale. Et économiquement, ils ont donné une raison vitale au monde de se passer du dollar. Et sur le terrain, ils ont transformé un régime autoritaire stable en un chaos imprévisible et vengeur. L'opération contre Maduro ne sera probablement pas étudiée dans les livres d'histoire comme une victoire de la démocratie, mais comme l'exemple classique de la victoire à la Pyrrhus, une bataille tactique gagnée qui entraîne la perte de la guerre. Stratégique. L'Amérique a montré ses muscles, mais elle a peut-être perdu son âme juridique et sa crédibilité mondiale dans l'opération. Le procès qui s'annonce ne sera pas celui de Maduro. Ce sera le procès de l'hégémonie américaine face à un monde qui ne veut plus de ses règles unilatérales. Et nous serons là pour suivre chaque rebondissement de cette saga historique. Merci d'avoir écouté cette analyse. N'oubliez pas que l'histoire s'écrit sous nos yeux et qu'il faut toujours regarder au-delà de l'image du jour pour comprendre les mouvements de fond qui redessinent notre live à monde. Prenez soin de vous. Mais